les visuels ont beaucoup d'importance pour vous. On vous définit comment? Comme un collectif plutôt? Nous, on aime dire groupe de musique vidéo, mais personne ne comprend jamais. Donc souvent, on explique en disant qu'on est un collectif, qu'on fait nos propres clips et qu'on a déjà fait une vingtaine. Et on a toujours été attiré par le ciné. On a fait un court-métrage en plus de ces clips. Alors, pour vous situer musicalement, dites-moi si je suis à côté de la plaque, mais je pense à des gens comme Gezafelstein, avec un son très précis, très détaillé, avec des influences un petit peu industrielles sur certains morceaux, parfois EBM un petit peu. Je pense beaucoup, je trouve que vous avez un côté très français, ça me fait penser un petit peu à tout l'univers de Headbanger à une certaine époque. Est-ce que je suis à côté de la plaque ou pas? Non, en fait, ce qui est particulier sur le projet, c'est que d'EP en EP ou d'album en album, on renouvelle un petit peu les styles. Et en fait, ouais, il y a eu clairement des influences de ce que tu as dit ça. Il y a aussi beaucoup d'influences techno, acid, early 90s, ce genre de trucs. Et en fait, ouais, c'est un espèce de gros mash-up, de gros mélange. Et nous, on fait beaucoup référence aux styles qu'on aime, qui nous ont influencés, quoi. Parce que quand je vous écoute, je trouve qu'il y a un côté très très français en fait. Français dans le sens plus parisien en fait. Est-ce que vous êtes beaucoup sortis? Est-ce que la scène parisienne vous a beaucoup influencé ou est-ce que pas du tout? Moi je dirais plus une influence peut-être plutôt anglaise sur le côté breaké, acide. Ouais, sur ce côté-là, ouais. Ouais. On aime beaucoup tout ce qui est, après c'est pas vraiment anglais, mais tout ce qui est Prodigy, Chemical Brothers, tout ce courant-là, énormément sur en tout cas les derniers projets. Et après l'influence de Paris, elle vient aussi beaucoup sur le visuel, parce que nous on est nés, on a vécu à Paris toute notre vie, et c'est une ville qui nous a influencés dans le bon comme dans le mauvais, donc ça se ressent beaucoup dans les visuels, dans l'univers qu'on essaye de ramener dans les clips et sur scène. C'est vrai qu'il y a un côté assez sombre, presque un peu violent ou un peu ghetto je dirais. Expliquez-moi un petit peu cet univers-là, visuel. Bah, c'est le vrai Paris. C'est votre quotidien en fait. Ouais, c'est le Paris des Parisiens. C'est loin de la carte postale. Et juste pour revenir sur la French Touch, je pense quand même que Justice a eu une énorme influence sur ce qu'on a fait, surtout au début. Et là, c'est plus Sébastien, c'est plus sur les derniers titres, je comprends le délire électro-clash. On va chercher quelques trucs. Et pour finir sur le clip, sur Paris. Ouais, c'est le Paris, c'est notre quotidien. En plus, nous, quand on a commencé le groupe, on était à Saint-Denis. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est pas la même vie en fait, Saint-Denis et Paris. Paris, c'est vraiment devenu une ville musée. Et voilà, en fait, ça se détend dans nos clips, mais c'était pas forcément volontaire de montrer que du sombre. Et justement, quand des étrangers regardent votre clip et qu'ils se prennent un vrai Paris comme ça à la tronche, comment ils réagissent? Parce qu'ils ont souvent l'image, le côté super cliché. Vous avez des commentaires à ce propos, non? On n'a pas rencontré beaucoup d'étrangers qui nous ont parlé de ça. Je pense qu'en fait ça fait écho. On parle du mal de Paris, tu sais, il y a beaucoup de touristes. On parle de touristes japonais qui viennent à Paris, qui se prennent une claque dans la gueule et qui ont le mal de Paris. Ouais. Je pense que c'est un peu ça qui détonne dans nos clips parce que, comme je disais, c'est le vrai Paris. C'est quand t'es parisien en fait, tu vas pas à la Tour Eiffel, tu vas pas sur le Champ de Mars, tu vas dans les petites ruelles du 20e, dans le 18e, tu passes tous les jours devant les craquets quand tu rentres chez toi. Enfin, c'est un peu ça aussi. Et donc nous on veut montrer ce qu'on a connu, et donc il y a aussi, je pense, du graphique, du visuel et une sorte de beauté aussi de ce Paris dégueulasse là, quoi, dans le truc. Après nous on est très touchés quand même par Paris, l'architecture de Paris, les statues, enfin tout l'art. C'est juste que c'est pas les mêmes horaires que les touristes, quoi. On va s'y retrouver peut-être par hasard ou en pleine nuit quand il y a vraiment plus personne, ou quand les bâtiments même des fois s'éteignent. Alors au sein du collectif, du groupe, tout le monde touche à la vidéo et tout le monde touche à la musique, ou il y en a qui sont vraiment d'un côté, de l'autre? Comment ça se passe? On a tous touché à tout. En fait, vu qu'on se connaît depuis le collège, au collège on a fait des groupes de rock, on a fait du jackass, mais après ça s'est défini clairement. Et donc maintenant ça communique beaucoup, mais on a vraiment un pôle vidéo et un pôle musique qui sont totalement, pas indépendants, mais séparés, quoi. Et sur scène ça s'articule comment alors? Qui fait quoi? Alors sur scène, il y a plein de versions différentes. Avec Mike, nous, on est sur scène, on fait du son, et Pierre et donc Etienne qui n'est pas là font la vidéo, le VJing, et Pierre bosse sur tout l'aspect vidéo en fait et la réal des clips.
Là ce soir par exemple on est sur un format DJ set donc c'est assez léger mais on est assez libre dans le sens où du coup nous on va jouer des morceaux et Pierre va être au VJing aussi, il va s'adapter complètement. Sur un format live où c'est un peu plus carré, c'est un peu plus scripté, on a des machines, on a que nos morceaux et puis généralement on essaye d'avoir un beau bordel derrière nous en plus d'avoir la vidéo qui ramène forcément tout l'univers. Mais c'est aussi beaucoup plus de stress et de risque au final. Ouais, pas pour eux, non. Mais pour moi, oui. Moi, en fait, en DJ set, j'ai aucune garantie. Parce que j'envoie les séquences vidéo, s'ils changent de morceau ou s'ils passent un morceau que. D'accord, vous en discutez en amont quand même ou chacun est un petit peu dans son. À force de les jouer, les sets, il y a des réflexes entre nous et tout, on sait quel son va être après quel son et tout. On travaille en amont, mais le live, au moins, il est calibré et entre guillemets, il y a plein de trucs qui sont automatisés. Que là en set. C'est comment? C'est automatisé, synchronisé via Ableton ou c'est tout. Ok, d'accord. Ouais. Pour pas rentrer trop dans la technique, grosso modo, il y a 2 ordinateurs, ils communiquent les deux en MIDI via Ethernet, quoi, via un câble Ethernet. Et Ableton envoie effectivement des espèces de notes MIDI qui vont envoyer des séquences. Et sur ces séquences-là, après, ils peuvent aussi s'amuser, changer des trucs en plein cours de live. Par contre, là, c'est la version DJ set, donc c'est sans parachute. Et est-ce que vous avez un petit point en amont avec les gars au light pour leur dire voilà, nous on a prévu ça, vous de votre côté, qu'ils n'aillent pas s'aborder votre côté vidéo, etc. Comment ça se passe en amont? C'est toujours très très compliqué. Parce que en fait, les gens qui connaissent pas le projet, pour eux c'est inconcevable de baisser les lights. Et ils savent pas, en fait, quand ils connaissent vraiment pas le projet, ils savent pas qu'il y a des passages où il faut couper tout. Donc des fois c'est la guerre et des fois au contraire il y a des gens qui connaissent, c'est souvent qui connaissent, après il y a des gens qui s'adaptent, mais les gens qui connaissent savent qu'il va y avoir des passages de clips, qu'il va y avoir des moments où en fait c'est contemplatif et c'est ça qui donne de la puissance après quand ça explose, donc ça dépend, franchement ça dépend. Et du coup vous préférez le live ou le studio? Bah, c'est deux choses différentes en fait. Je pense que le live c'est le côté où c'est hyper inspirant, c'est le côté où genre, tu te nourris en fait de ça, de la scène. Le studio c'est plus tranquille. Après je pense que c'est dur de choisir entre les deux. Je pense que l'un nourrit l'autre et le live c'est un peu important. la récompense quoi, du studio en fait. C'est clair. C'est clair, quand tu es au studio, tu passes des heures et des heures à jouer des trucs et à faire des trucs et quand tu les joues sur scène et que tu vois que ça marche, c'est la récompense, c'est vraiment le truc, c'est le kiff. Et en live, du coup, vous n'arrivez pas à composer, à avoir des idées qui vous viennent en live et que après vous utilisez en studio? Bah, il y a des choses il y a des morceaux qu'on teste en DJ set plutôt, des morceaux qui sont pas encore sortis. Effectivement, c'est à ce moment-là où tu vois qu'il y a des morceaux qui marchent mieux que d'autres, des choses peut-être à refaire, des morceaux qui marchent moins bien. On va pas se mentir, on fait de la musique électronique, donc c'est toujours moins facile de jammer, surtout en live, si tu veux, qu'un groupe de rock ou un groupe de jazz, quoi, tu vois. Donc c'est souvent en amont que ça se crée la musique et qu'on la teste après en live. Et du coup, vous disiez que vous avez fait un groupe de rock, c'est ça? Comment vous êtes passé du rock justement à la musique électronique sur ordinateur? Je pense que beaucoup de, quand on dirait peut-être, mais que beaucoup de gens de la musique électronique ont fait plein de trucs avant en fait. C'est la plupart des gens qui font de la musique électronique, c'est des musiciens multi-fonctions, multitâches, qui ont plein de goûts différents. Et nous, franchement, on n'a pas fait que du rock, on a fait tout. On a tout essayé en fait. Et Contrefaçon, c'était le truc le plus sérieux avec une vraie direction artistique et tout. Avant ça, c'était des brouillons, on était trop jeunes pour avoir des idées concrètes. Mais c'était plus qu'est-ce qui a amené. Je pense qu'encore aujourd'hui, il y a quand même une énergie un peu rock dans ce qu'on fait encore. On n'est pas élitiste en fait, c'est juste qu'on a plein d'influences et l'électro c'est un truc qui nous a réunis, qui nous a poussé à faire un projet à un instant T, mais tu verras si tu passes voir le DJ set ce soir, il y a clairement des influences rock, hard rock, on s'en cache pas du tout, on a même envie qu'il y ait cette énergie sur scène. La plus grande récompense quand tu fais un live, même si c'est de l'électro, c'est que les gens se mettent à faire un pogo quoi, parce que c'est l'expression ultime d'une scène de liesse qu'il y a et que les gens justement entrent en communion avec ta musique, tu vois. Donc ça c'est généralement des biais qui se retrouvent. Et donc du coup, pourquoi vous avez appelé votre groupe Contrefaçon? Plusieurs raisons. Une des raisons, c'est parce que c'était en français déjà. Ouais. On voulait un nom français. Je sais pas si c'était une bonne idée, mais c'est très dur à prononcer en américain, Contrefaçon. Et après, c'était... en fait, il y avait le côté il y avait un peu intellectuel du mimétisme dans l'art, dans le fait que quand tu crées, t'es obligé quand même de t'inspirer ou de copier, ou même si tu le fais pas, ça va être inconscient. Et puis après, il y avait le côté, on trouvait que ça définissait aussi le fait de faire à contre-courant, de faire à notre manière.
puisque depuis le début on fait notre truc à notre manière, dans notre coin, enfin dans les clips c'est nous-mêmes qui jouons ou alors c'est des gens de notre univers. Voilà, c'était ça. C'est un truc aussi, c'est un mot qui est pratique puisque tu peux jouer avec en fait. Et que tu copies ou que tu copies pas, les gens vont toujours avoir tendance à te dire ah mais attends, ça c'est inspiré de ça, vous avez essayé de copier ça et tout. Des fois tu joues le jeu, des fois pas du tout. Tu peux même tu peux semer le doute en fait et tu peux jouer avec ça. Enfin tu vois, même notre merch, tout quoi. Ça nous permet de jouer autour de ce mot. C'est facile de jouer avec ce mot. Du coup, c'est la première fois que vous êtes au festival Détonation là. Ouais, première fois. On a déjà fait les ouais, qu'est-ce qu'on avait dit là, les Eurocaines de Belfort. Ouais. Cette année? Non, c'était en Avant 2018, je crois. Je sais pas si on a déjà joué ailleurs dans la région, mais bon, enfin voilà. Comme on disait, on a quelques connaissances, donc on connaît un peu le coin, mais première fois ici en tout cas. D'accord. Du coup, vous avez dit que vous étiez très inspiré par la première vague de la French Touch qui est arrivée dans les années 90-2000. Et on sent que depuis quelques années, il y a une deuxième étape de la French Touch. Quelque chose peut-être d'un peu plus, j'ai l'impression d'un peu plus sombre, mais un peu plus porté sur les lyriques, sur les paroles. Est-ce que vous ressentez ça ou... Tu penses à qui par exemple? J'ai vu dernièrement Ascendant Vierge, il y a vous, il y a... qui c'est sombre, il l'avait dit, il y avait Geza Feuchtstein, il y avait quelque chose peut-être... Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il y a la volonté d'assumer le côté français. Ouais. Potentiellement d'essayer de ramener ça, ramener des paroles de plus en plus sur scène. Même si on fait de la musique électronique, on se rend compte que la voix, c'est fédérateur, que ça permet d'accrocher les gens. Et en ce sens-là, effectivement, s'il y a une mouvance en ce moment, peut-être qu'on pourrait s'y rattacher. En tout cas, nous, ouais, je pense qu'on peut s'inscrire, on peut dire qu'on s'inscrit aussi dans la French Touch, quoi, à notre humble niveau, tu vois. Mais oui. Casual Gabber, bien sûr, j'allais les citer aussi. De lyrics, Casual Gabber, de samples de rap et tout. Ils sont venus justement en 2019, je crois, justement. Ils ont dû foutre un bon bordel aussi. Ils ont foutu un bon bordel. Ouais. Et c'est des groupes en fait ouais, qui sont peut-être aussi dans un pan très extrême de l'électro, mais qui ont puisé des influences dans ce qu'on kiffe aussi. Et nous, on n'a pas aussi hésité à puiser des influences dans les mêmes vibes, un peu hardcore, un peu voilà, early 90s comme je te disais tout à l'heure, quoi. Donc ouais. Et comme le côté visuel, c'est très important pour vous, est-ce que des fois vous avez une idée de clip et ça inspire une chanson? Est-ce que des fois il y a le processus inverse, on va dire? Ouais, c'est arrivé, ouais, carrément. Je sais pas si t'as vu Acid Land par exemple. C'est un clip à Disney. Ah, je l'ai pas vu celui-ci. En plus, je me suis refait un peu vos clips aujourd'hui, je l'ai pas vu celui-ci. C'est pas le plus commercial. Mais non, ça arrive, ouais, ça arrive. Ou même des paroles, des fois, ça remonte un peu, mais on avait le clip. On avait une histoire sur plusieurs clips et du coup Mike, quand il a écrit les paroles, il les a écrits en fonction de ce que ça devait raconter le clip qui n'était pas encore tourné. Ouais, ça arrive. Mais c'est cool, hein, c'est des allers-retours en fait, comme on peut se le permettre, c'est trop bien. Même après un clip, on peut faire du sound design sur le clip, on peut même modifier la structure de la musique, c'est très pratique. Et vous avez fait même un court-métrage, il me semble. Ouais, je l'ai vu aussi cet après-midi quand très bien. C'était pas trop long, non? Ça va? J'ai vu la vidéo, j'ai pas eu le temps de le regarder parce qu'on avait plein de trucs à préparer, mais je m'étais promis de justement Là pour le coup, il y a vraiment eu des allers-retours et puis c'était une contrainte dans un court-métrage arriver à mettre quasiment un album de musique, même si c'est pas les sons en entier. Et non, du coup, là pour le coup, c'était des allers-retours permanents entre les deux. Il y a même des musiques qui sont retrouvées dans l'album parce qu'elles étaient dans le court-métrage, qui ne devaient pas y être au final. Écoutez, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, donc, je rappelle que vous jouez ce soir à 1h20, c'est ça? C'est ça. À la Friche. Ouais. Bah, écoutez, bonne chance à vous. Et puis, merci beaucoup. on viendra vous voir. Merci. Merci Contrefaçon. Merci beaucoup. Merci.